Oui, professeur. Vous nous entendez bien? Oui, on vous entend. Bonjour, professeur. Oui, professeur, on vous Vous nous entend. entendez? Oui, bien, professeur. Est-ce que vous nous entendez? Oui, ça va. Les Maliens de l'extérieur, non, on ne vous entend pas. Hein? Aïe. Vous nous entendez maintenant? Oui, maintenant ça va. Professeur, on vous entend. Bon, le volume est un peu faible chez nous. Est-ce que Aminata Togo est là? Oui, je suis là. Bonjour. Si ma maman m'entend, le reste, ça va aller. Oui, je vous attends. Bien, donc bonjour aux Maliens de l'extérieur et bonjour aux Maliens de l'extérieur, de l'intérieur. Ok. Vous avez appelé Diakité. Ouais, demain, c'est le 8 mars. Pour aller faire la cuisine. Bon, on attend que les délits à la maison, on attend la cocotte et puis on va le marcher. Je l'ai dit. Tu vas remettre l'argent de la cocotte là. Voilà, Madame Maïga qui est arrivée, elle aussi va remettre l'argent de la cocotte. Madame Maïga, bonne arrivée. C'est bon. Je viens en retard. Vous allez donner l'argent de la cocotte là. Nous, on va aller pour le marché, pour le 8 mars. Mais donnez ça aujourd'hui déjà. Vous allez partir votre week-end avec. D'habitude, non, on vous donne pour tout le mois. Bonjour, Imam. Salam alaikum. Bien, les Maliens de l'extérieur, si vous nous entendez, en attendant que Diakité vienne arranger le micro, c'est les haut-parleurs, au moins faites-moi signe si vous m'entendez très bien. Est-ce que je peux avoir un signe retour que vous m'entendez bien? Oui, professeur, on vous attend. On vous attend. Oui, on vous entend bien. D'accord, merci bien. Donc, alors, la dernière fois, on a vu un peu l'outil qui était le cadre logique. Parce qu'au départ, nous avons vu dans la gestion des projets qu'il fallait d'abord s'assurer qu'on a une bonne identification de nos tâches et de nos activités. Et une fois qu'on identifie correctement nos activités, on sait où nous allons aller et on sait ce qu'on va faire. Puisque vous avez vu dans le cadre logique que l'activité, c'est ce que nous allons faire. Et dans la gestion des projets et des programmes, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans le projet, qu'est-ce que vous allez faire avec votre programme. Donc, tout part des activités. Donc, si vous n'avez pas identifié correctement, les haut-parleurs ne donnent pas correctement. Non, ils répondent en faiblement. Je s'espère de maintenant. On va répondre à la demande s'ils entendent. On va répondre, ça va faire. Oui, bon, ils vous entendent quand même. Bon. Bonjour. Oui, bonjour, Hervé. Oui, ça va? Docteur, bonjour. Bonjour. Oui. Famille. Ça va? Bien, merci. La personne au bagui. Voilà. C'est où était.
pourtant. Bon, c'est pas grave, s'ils entendent déjà. Le problème, c'est que si eux répondent, les camarades ne pourront pas les entendre. Bon, le volume ici est à top niveau, ici aussi. Ça, c'est le fil, quoi, peut-être. Amina Togo. Oui, bonjour. Amina. Oui, bonjour. Diakité, je vous attends. Bonjour. Bonjour. Oui, on vous attend. Sont bien la mise en œuvre est effective ou pas. Alors, nous sommes arrivés à l'outil cadre logique, qui est un outil indispensable. Je le répète, si vous devrez concevoir un projet et que vous n'avez pas de cadre logique, ça suppose que vous ne pouvez pas gérer vos activités en fonction de vos résultats. Parce que le cadre logique, tout de suite, vous permet de savoir où est-ce que vous allez. Et le cadre logique vous dit quels sont les résultats que vous devez atteindre, soit immédiatement, soit de façon intermédiaire, à court terme aussi, mais dans un délai plus long que le résultat immédiat, où le cadre logique vous permet de savoir quel va être votre impact à long terme. Et c'est important. Donc, même dans la vie, vous devrez savoir tout de suite qu'est-ce que je veux. Plus tard, qu'est-ce que je veux. Mon résultat immédiat aujourd'hui, c'est certainement d'obtenir un master en santé publique à l'ISSP. Mon résultat intermédiaire, certainement, serait de rentrer dans une ONG et de commencer à travailler. Et le résultat ultime ici, certainement, un jour, c'est de pouvoir vous-même créer votre ONG et d'être vous-même le patron de votre ONG et de recruter certainement d'autres personnes. Ça peut être vos résultats comme ça à long terme. Mais qu'est-ce que vous devez faire pour arriver à ces résultats? Il y a plusieurs activités. Je dois me former. Je dois rechercher un emploi. Je dois trouver un diplôme. Je dois demander l'argent à quelque part pour payer ma scolarité. On est d'accord? Donc, c'est tout un processus. Si vous ne vous fixez pas un objectif, c'est comme il y a une étudiante qui est venue me voir dans mon bureau et dit, mon rêve, c'est de travailler là où tu es. Et je lui ai dit, tout est possible. Mets ça comme résultat ultime. Et bats-toi. Donc, aujourd'hui, chacun de nous peut arriver à un certain niveau. Pour ceux qui ne croient pas au destin, voilà. Parce qu'il y en a qui disent que le destin existe, il y en a qui disent qu'on fabrique soi-même son destin. Parce que j'aime dire aux religieux imams, je m'excuse d'avance, hein, il y en a qui pensent que tout le moment là, on dit non, Dieu va te donner, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça. Mais si tu restes avec un DF, est-ce que Dieu va te nommer ministre? C'est la réalité, non? Tu veux être ministre, c'est un résultat. Ça suppose que tu dois avoir soit un DF, un bac, une licence, une maîtrise, et encore avoir de l'expérience dans le boulot avant qu'on te nomme ministre. Même si tu parles à la mosquée tous les jours et que tu as un DF, jamais on pourra te nommer ministre. Même si la transition venait que c'est des militaires qui prennent le pouvoir, ils ne vont pas te nommer ministre. Bien, donc c'est important. En parlant du cadre logique, ça suppose que nous allons, ce cadre logique-là, nous avons vu qu'on avait des activités, nous avons vu qu'on avait des produits, nous avons vu également qu'on avait des résultats. Et si nous avons des produits, des activités, des résultats, ça suppose que pour être sûr des indicateurs, on doit avoir des indicateurs. Je vous ai demandé par exemple de faire un exercice sur le cadre logique. Si chacun de vous se rappelle des activités qu'il a identifiées,
est-ce que vous pouvez formuler, par exemple, un indicateur en fonction de chaque activité? Comme le 8 mars, c'est dans 2 jours, on va commencer par les dames. Clémence, quelle était la première activité chez toi? Même si tu ne m'as pas... Ouais, tu m'as envoyé aussi. Ouais, bien reçu. Ma première activité, c'était une formation des sages. Formation des sages. Formation des médecins prescripteurs. Formation des médecins prescripteurs pour faire quoi? Pour l'amélioration de la qualité de la prescription. Pour l'amélioration de la qualité de la prescription. Au centre de santé de Irmandior. L'objectif n'est pas précis jusqu'à présent. L'amélioration de la prescription pour quoi? La qualité des soins. Alors, qualité des soins à quel niveau? Parce que là, c'est toujours vague. Je vous ai dit au départ, il faut avoir un objectif précis. Est-ce qu'au centre de santé de Irmandior, c'est la prise en charge, par exemple, du palu qui est mal fait? Ou bien est-ce que c'est la prise en charge de la malnutrition qui n'est pas optimum? Est-ce que c'est le suivi des femmes enceintes qui n'est pas correct? Parce que tu ne peux pas de façon globale aller dans un centre de santé et juger que toute la structure ne fait pas une bonne prise en charge. J'imagine. Il y a des choses quand même qui vont être bien et il y en a qui ne seront pas bien. Par rapport à la prescription traditionnelle des antibiotiques. Par rapport à la prescription des antibiotiques. Voilà. Par exemple, ça, vous trouvez qu'il y a une prescription abusive, vous voulez former les médecins pour la prescription des antibiotiques. Voilà. Ouais, là, c'est plus précis. Peut-être que le problème, c'est... OK. Quel est l'indicateur qu'on peut identifier à ce niveau? On peut dire quoi comme indicateur? Les Maliens de l'extérieur, vous nous entendez? Oui, professeur. Oui. Est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous entend, professeur. OK, merci bien. Alors, Clémence, formation des médecins. Quel peut être l'indicateur ici? Oui. Nombre de médecins formés sur la prescription rationnelle des antibiotiques. Donc, voilà un indicateur qu'on peut déjà identifier et suivre. Si on se dit que le nombre de médecins formés, ça suppose que chaque trimestre, si on forme, on va avoir un chiffre. Et en fin d'année, on va compiler et on aura un nombre, on aura un chiffre et on dira que nous avons formé 875 médecins exactement au Mali par rapport à la prescription. C'est notre indicateur comme ça. Et puisque chaque trimestre, on se rend compte qu'on a collecté 200, ensuite 175, ensuite ainsi de suite, on se rend compte qu'au bout de chaque trimestre, on évolue. Ça veut dire que nous sommes dans la bonne direction. On se comprend? Donc ça, par exemple, c'est un indicateur. Madame Maïga, activité. Quelle était votre activité? Formation, former 139 responsables pour la prise en charge des prématurés. Parce que vous remarquez qu'il y avait un taux d'élevé de mortalité de Formation de 139. 139. Ces prestataires, ça va être qui? Ça va être des laboratoires, ça va être des laboratoires, des gens du laboratoire, ça va être des pharmaciens, ça va être... au niveau de la maternité. Voilà, donc il faut être précis. Formation de 139 sages-femmes ou bien une formation de 139 IO. C'est ça, non? C'est les IO, non? Voilà. Donc il faut être précis dans votre activité. Madame Diallo. La même, c'est la formation des professeurs en arabe, avec une effectif de 900 personnes. Avec quoi? Avec des effectifs de 900 professeurs Oui. pour la formation des enfants talibés. Formation de professeurs pour le renforcement de la capacité des enfants talibés au Mali. OK. Et comme indicateur? Formation de 900 professeurs. Formation de 900. Mais comment on va formuler l'indicateur ici? On va dire quoi? Nombre de formateurs formés ou pourcentage de formateurs formés. On est d'accord?
C'est comme si aujourd'hui, on vous donnait quel exemple je vais prendre? Bon, voilà, à un mariage, par exemple, on vous donnait 2 millions pour organiser un mariage, et vous allez vous dire, par exemple, on va avoir comme indicateur, comme résultat, on suppose qu'il y aura 400 invités. C'est un exemple. Il y aura 400 invités, et le jour J, vous êtes dans une salle bien close, où il y a des chaises, vous passez, vous demandez au médecin hôtelier de passer, de compter les gens. Il vient vous dire qu'il y a 376 invités exactement. Donc, nombre d'invités ayant participé à la cérémonie de mariage. Ça nous fait exactement 376. Même si au départ, on ne s'est pas fixé, pour un mariage, c'est sûr qu'on va se fixer un résultat. Parce que vous n'allez pas vous lever dire que vous voulez faire organiser un mariage sans avoir quand même un résultat que vous regardez. Ouais, ça aussi, c'est un exemple. Les gens, en général, ils font les choses en fonction de leur budget. Alors, j'ai 5 000 francs dans ma poche, je veux faire mon mariage. C'est sûr que la veille, j'irai voir l'imam de côté. Je dis, bon, comme c'est chaud là, est-ce qu'on ne peut pas venir à 5h30, le temps que les chirurgiens, tout ça se réveille? Puis bon, tu vas nous bénir et puis voilà, à 7h, non, au bureau, personne ne voit. C'est mon résultat. Donc, ce jour-là, il va me demander, j'ai le nombre de personnes que je voudrais qu'ils atteignent. Ça va être moi, mon épouse. C'est tout. Je ne veux même pas que mon père ou ma mère ou bien le père de mon épouse le sache. Parce que je veux qu'on soit deux tout discrètement. Comme ça, le jour où je veux la chasser, c'est encore plus discrètement. Personne ne sera au courant. Merci au télé. C'est possible, non? D'accord. Donc, on va définir un indicateur. L'indicateur, si vous voulez, souvent on parle d'indicateur de rendement. Parce que c'est cet indicateur qui va nous permettre de dire que nous sommes dans la bonne direction ou bien nous sommes dans la mauvaise direction. Quand vous dites par exemple nombre de formateurs formés ou nombre de prestataires formés, c'est à un certain moment, vous mettez de l'argent chaque mois et que vous vous rendez compte que le nombre qu'on est en train de former n'augmente pas. Le premier mois, on vous demande 100 millions, vous donnez 100 millions. On vient vous dire qu'on a formé 15 personnes. Le deuxième mois, on vous demande 100 millions, quand vous donnez 100 millions. On vient vous dire qu'on a formé 3 personnes. Est-ce que vous n'allez pas vous poser une question? On est d'accord? Donc, l'indicateur, c'est en même temps un indicateur de rendement. Et on le dit, c'est un moyen de mesurer un résultat ou un excellent réel. Nous avons dit, qu'est-ce que nous allons faire en activité? Qu'est-ce que nous allons faire en extra? Qu'est-ce que nous avons fait? Et l'indicateur nous permet de mesurer ce que nous avons fait. Nous avons fait quoi? Voilà ce qu'on a fait. Et on a un résultat. On a un chiffre. Et cet indicateur, comme je l'ai dit, si vous devez le rapporter, s'il est quantitatif, on arrivera. Il faut toujours donner les chiffres en désagrégeant par sexe, par homme et par femme. On est d'accord? Donc ici, on dit qu'on a deux types d'indicateurs. On a des indicateurs quantitatifs et on a des indicateurs qualitatifs. J'espère qu'il n'y a pas de sociologues dans la salle. Il y en a. Parce qu'il y en a qui aiment les études quali. Vous êtes sociologue. Vous êtes anthropologue. C'est ça? Socio-anthropologue. Ok. C'est les gens qui aiment les études quali. Qualitatifs. Donc, du coup, ils vont utiliser peut-être des indicateurs qualitatifs. Donc, nous avons des indicateurs quantitatifs et des indicateurs qualitatifs. Et vous allez voir la différence. Par exemple, pour un indicateur quantitatif, si vous prenez par exemple aujourd'hui, vous allez à Banamba, que j'aime bien, vous arrivez et que vous devez former par exemple, ou vous devrez sensibiliser des mamans pour la prise en charge nutritionnelle de leur enfant. Si l'indicateur doit être quantitatif, vous allez dire par exemple, nombre de mamans sensibilisées pour la prise en charge nutritionnelle de leur enfant. Aussi, vous avez une idée, vous avez une donnée de référence. On vous a dit qu'à Banamba, il y a 5000 femmes. Vous pouvez aller avec ça déjà en disant pourcentage de femmes formées sur la prise en charge nutritionnelle de leur enfant. Le plus difficile, quand vous dites nombre de femmes formées,
Ça suppose qu'à chaque fois que vous formez, vous allez noter le nombre que vous avez. C'est juste un numérateur. Mais lorsque vous parlez de pourcentage de femmes formées, ça suppose que vous avez une information sur le dénominateur. Est-ce qu'on se comprend? Le dénominateur ici devient la donnée de référence que vous avez au départ. On vous a dit qu'à Banamba, il y a 5000 femmes dans la communauté. Comme au Mali, on nous dit qu'il y a 52% de femmes. Si nous prenons 20 millions d'habitants, on dit qu'il y a 52% de femmes. Ça suppose qu'au moins les 12 millions sont des femmes et les 8 millions ou les 11 millions sont des femmes et les 9 millions sont des hommes. Donc, on a une idée déjà sur la proportion des femmes au Mali. On suppose qu'il y a 11 millions et nous voulons former toutes les femmes. Donc, on peut dire nombre de femmes formées ou pourcentage de femmes formées parce qu'on a une idée sur le dénominateur. Mais tant que vous n'avez pas une donnée de référence, s'il vous plaît, ne définissez pas votre indicateur sous forme de pourcentage. Il faut savoir tricher. Je ne vous forme pas pour tricher. Je dis il faut savoir tricher. Voilà. Clémence, tu bailles beaucoup. Tu te regardes hier ou quoi? D'accord. Donc, ça, c'est un peu l'indicateur quantitatif, nombre de femmes formées ou pourcentage de femmes formées. Je dirais par exemple, nombre d'étudiants ici ayant obtenu la note de 16 sur 20 à la fin du cours de gestion de projet. Au pourcentage d'étudiants ayant eu une bonne moyenne à la fin du cours de gestion de projet. C'est mon indicateur. Donc, j'ai déjà un indicateur, nombre d'étudiants qui vont obtenir au moins 0 sur 20 à la fin du cours de gestion de projet. Et je sais combien d'étudiants vont obtenir 0 sur 20. Pourquoi? Vous n'êtes pas de là. Sauf si la personne ne compose pas. Sauf si la personne compose, la personne aura 20 sur 20. Ah, ça dépend du type de devoir que je vais donner. Peut-être que toute la classe même peut avoir 0 sur 20. Là aussi, c'est possible. Pardon? Ce sont des hypothèses. Donc, pourcentage d'étudiants ou nombre d'étudiants, ça dépendra de ce que je vais chercher. C'est mon indicateur quantitatif. Si je vais aller sur l'indicateur qualitatif, on vous dit les indicateurs qualitatifs permettent de rendre compte d'une information expérientielle comme la qualité de quelque chose. Aujourd'hui, on repart à Banamba ou on reste ici, dans la salle, où je disais nombre d'étudiants ayant obtenu 16 sur 20 comme moyenne à la fin du cours de gestion de projet. Je peux aussi, en indicateur qualitatif, dire que niveau de satisfaction des étudiants, niveau de satisfaction ou niveau de compréhension des étudiants pour le cours de gestion de projet. Donc ça, je cherche à voir quel est votre niveau de satisfaction. Je pose la question, est-ce que vous avez été satisfait pour le cours de gestion de projet? Pas satisfait? Légèrement satisfait, satisfait ou très satisfait. Je n'aime pas le neutre. Quand on met le neutre, beaucoup de gens cochent le neutre. Alors, j'évite le neutre. Donc, on va essayer l'échelle à 4 niveaux. Donc, ouais, pas satisfait, légèrement satisfait ou moins satisfait, satisfait et très satisfait. Donc, du coup, il y en a qui vont me cocher satisfait, il y en a qui vont me cocher non satisfait, il y en a qui vont me cocher moins satisfait, il y en a qui vont me cocher juste satisfait. Et donc, à la fin, si je fais ce sondage dans cette salle, ça veut dire que j'aurai votre perception, votre appréciation par rapport au cours de gestion de projet. Et moi, en ce temps, c'est une information que je reçois qui me permet aussi de pouvoir analyser est-ce que ce qu'on fait, c'est bien ou pas. Donc, que l'indicateur soit qualitatif ou quantitatif, ça vous permet de renseigner et de aussi d'apprécier votre produit ou votre résultat. C'est important. Est-ce que jusque-là, il y a une question? Donc, si vous faites, vous identifiez, vous développez déjà votre cadre logique, vous verrez que dans le cadre de mesure de rendement, on sera obligé de mettre l'indicateur à l'intérieur. Vous avez dit, voilà ce que nous voulons faire. Vous avez dit qu'à une étape, voilà ce que nous avons fait. À une autre étape, voilà ce que nous avons obtenu.
Mais on est dans la gestion axée sur les résultats. Moi, je suis le bailleur. Vous me dites, vous avez fait ça. Je vous dis, donnez-moi des chiffres, donnez-moi des indicateurs qui me montrent que vous avez réellement atteint ce résultat. Vous me dites, oui, nous avons formé 1130 IO et sa femme. Voilà la liste de formations, vous pouvez vérifier. Et nous avons réduit la mortalité maternelle et néonatale. Vous pouvez venir voir dans le DHS tout. De 2020 à 2021, la prévalence a chuté. Et c'est des indicateurs qui vont convaincre le bailleur pour qu'il baille encore une prochaine fois. Bien, donc en général, pour un indicateur, il y a des critères. Il y a des critères. Il faut que votre indicateur soit valide. Comme on le dit, on mesure ce qu'on veut mesurer. Il faut être précis. Il faut savoir ce que vous voulez. Vous n'allez pas venir me dire le nombre de femmes qui partent au marché de Irimandior et certainement qui achètent des tomates et qui souvent touchent d'abord les condiments avant de choisir, avant de discuter plus tard avant de payer. On ne sait pas ce que vous voulez. Est-ce que c'est le nombre de femmes que vous voulez mesurer qui partent au marché? Est-ce que c'est le nombre de bonnes tomates que vous voulez voir qu'elles achètent? Voilà. Ou bien est-ce que vous voulez voir le nombre de femmes aussi qui portent des fleurs avant d'aller au marché? Je ne sais pas. Donc il faut être précis et l'indicateur doit mesurer ce qu'on veut réellement mesurer et ne pas aller dans d'autres sens. On est d'accord? Nombre d'étudiants ayant obtenu un score de 15 sur 20 au cours de gestion de projet. C'est clair. Je n'ai pas de nombre d'étudiants ayant obtenu 15 sur 20 dans toutes les matières. C'est en gestion de projet précisément. Donc, je mesure ce que je veux mesurer. Fiabilité. On vous dit que l'indicateur offrira une mesure constante au fil du temps. Ça suppose que si vous dites nombre d'étudiants ayant obtenu 15 sur 20, à chaque fois que vous ferez un cours de gestion, ça va être toujours la même chose que vous allez rechercher. À un certain moment, vous n'allez pas dire, bon, comme je sens que les étudiants là commencent à faire ce qu'on appelle une défense en ligne. Vous connaissez la défense en ligne? En fac de médecine, là, vous étiez combien? Vous étiez combien en première année? Généralement, la défense en ligne se fait dans les facs de médecine, les facs de droit, où on est nombreux. Non, nous, on était en 1900. Voilà. Quand on est 1900 dans une fac, on fait une défense en ligne. On suppose que quand on donne un devoir, moi et mon voisin de gauche et mon voisin de droite, on fait une défense en ligne et puis on se copie. C'est ça la défense en ligne. Ah, même avec le numérique, on fait la défense en ligne. Si jamais tu montres la laser, tu vas redire ta chance. Donc chacun se bat. Chacun se bat, c'est un coup d'arme. Il faut qu'on arrête le numérique au Mali. Parce que nous, c'était 270 Maliens qu'on avait besoin. Quatrième pour vous. Nous ne sommes la première pour nous. Donc, on n'avait pas compris, il y avait les Paléniens à l'époque. Je vais parler comme un Malien. Nous, on était la 0e promotion. Qu'est-ce que c'est la combienième? Je dis, c'est au Mali que je vois ce mot-là. Qu'est-ce que c'est la combienième même? Vous voulez qu'on arrête ce n'est vraiment pas logique. Voilà, c'est pas académique. Parce que là, ça suppose que si l'État n'a pas les moyens, bon, qui trouve de développer d'autres moyens? Parce que le numéro, il y a des années, on va dire, bon, ceux-là qui vont obtenir 14 de moins. Donc, on verra que s'il n'y a pas assez de 14 de moins, on descend à 13. S'il n'y a pas assez de 13, on descend à 12. Mais il y a une année, ils ne sont pas venus jusqu'à année. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas assez. Voilà. Ah, mais c'est tout. l'année qui a suivi la première promotion, on a dit. Et l'année où ils ont pris jusqu'à 9 au Mali, je sais comment ça s'est passé. Les notes ont été transformées au secrétariat. Il y a beaucoup de professeurs qui n'ont pas voulu continuer à donner cours. On donne les cours après, les secrétaires, la chambre, les notes, je ne sais pas comment ça se passe. Point G. Voilà. Donc, il faut que les choses soient fiables. Sensibilité. Donc, tout ça, sensibilité, simplicité, est-ce que l'indicateur sera facile de recueillir les données?
Donc, il faut que votre indicateur là soit simple. N'allez pas prendre un indicateur compliqué. Si vous prenez par exemple un indicateur compliqué, nombre d'hommes, nombre de maris qui se font battre par leurs femmes. Est-ce que vous allez avoir les informations? Est-ce que moi je viendrai vous dire que mon épouse m'a battu hier soir? Je vais vous dire que j'ai glissé puis je suis tombé. Ou bien? C'est ça, non? Mais si on veut chercher le nombre de femmes battues par leur mari, ça c'est facile. Dès qu'elles sortent de la poule, elles vont dire On va aller demander les femmes, elles vont dire. Ça non. Je n'ai rien dit. Utilité. Utilité. Là, qui est ce que j'ai parlé? Je vais donner un exemple. Non? Ok. Utilité. Voilà le chef. Utilité. Est-ce que votre indicateur sera utile? Oui ou non? Parce que si vous regardez aujourd'hui, on vous parle par exemple nombre de cas de Covid au Mali, qui est un indicateur. Est-ce que si vous recueillez cette information, ça va être utile ou pas? Oui. Ça va être utile pour une prise de décision. Si vous avez, par exemple, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, le nombre de cas de décès ou le nombre de cas de Covid augmente, ça demande à ce que le gouvernement prenne une décision. Si vous remarquez que le nombre d'enfants prenne une décision. Donc c'est pour vous dire que votre indicateur doit être utile. Vous ne devrez pas prendre un indicateur parce que juste il faut prendre. Même si je dis aujourd'hui le nombre d'étudiants ayant obtenu la note de 15 sur 20 et que vous êtes 50 étudiants, à la fin de mon cours, je me rends compte qu'il y a eu 2 étudiants seulement qui ont eu 15 sur 20. Je dois prendre une décision. Ça suppose que soit c'est mon message qui est mal passé, soit c'est mon devoir qui était compliqué, ou soit j'avais à faire une classe où tout le monde était trop intelligent. Pardon? Au Farabé. Donc, cette information, cet indicateur doit m'amener à réfléchir et à prendre une décision. Est-ce qu'on se comprend? L'abordabilité, c'est comme je l'ai dit, avez-vous les ressources pour recueillir les données? Souvent, nous nous fixons des indicateurs. Vous allez voir que les ONG, par exemple, souvent, il y a des ONG qui viennent, qui se fixent des indicateurs, malheureusement, qui n'ont pas les ressources nécessaires. Les ressources, ce n'est pas forcément l'argent, mais ils n'ont pas les autres ressources parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit que la meilleure plateforme des données au Mali sur le plan national de la santé, c'est le DHS2. Donc, si vous fixez des indicateurs qui ne sont pas dans le DHS2, vous avez beau inviter le ministère de la Santé à un atelier à Sheraton Hotel, vous n'allez rien voir. Ils vont venir prendre vos perliens, boire votre café, manger vos croissants, et puis vous dire, ah, Amna Keri, attendez. Parce que vous êtes allé dans un domaine où eux, ils ne produisent pas ces informations. Vous ne pouvez pas les avoir. Donc, il faut tenir compte de ces critères lorsque vous voulez définir un indicateur. C'est important. Si vous ne tenez pas compte de ces critères, ça suppose que vous allez certainement aller dans l'air. Donc, je rappelle qu'on a un indicateur quantitatif ou on a un indicateur qualitatif. Et c'est la même chose. Lorsque vous allez, par exemple, développer votre questionnaire pour votre mémoire, ça dépend. Si vous voulez, vous pouvez faire une étude quantitative ou si vous voulez, vous pouvez faire une étude qualitative. Ça dépendra de la manière dont vous allez aborder vos questions. Et pour ceux qui ont l'habitude de faire l'étude qualitative, je vois que souvent les gens juste s'amusent avec le questionnaire. Il y a des logiciels pour l'analyse des données qualitatives. Alors SQL, vous connaissez ça, non? Voilà. Il y a beaucoup de logiciels pour l'analyse qualitative, mais les gens juste collectent, ils s'asseyent chez eux, comme j'aime le dire, ils rentrent au laboratoire et ils sortent les résultats. Vous savez ce que ça veut dire rentrer au laboratoire? Vous ne savez pas ça aussi? On a vu beaucoup d'étudiants, lorsqu'on leur dit d'écrire leur mémoire, ils s'asseyent chez eux, ils font un questionnaire, ils répondent, tu vois, lui, il connaît. Et ils remplissent. Voilà. Lui, il s'assoit chez lui, il fait. Non, en Kali, tu peux encore mentir, mais en Kanti, ça dépend. Voilà. Il y a un étudiant qui devait soutenir un doctorat en santé publique ici, au Mali.
Malheureusement, il a tout fait et sa marchande, on m'a mis dans son jury, comme président du jury. Quand j'ai vu son document, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'envoyer la base de données? Le gars a commencé à prendre. Il me dit, non, lui-même, son ordinateur était perdu. En temps, il avait mis ça sur une clé, la clé est cassée. J'ai dit, bon, calme-toi, est-ce que tu n'as jamais copié la base? Il dit, oui, lui, il dit, prends ton temps, quand tu vas retrouver, tu m'envoies. Il a pris son temps, il a fabriqué ce qu'il avait fabriqué, il m'a envoyé. J'ai lancé, je lui ai dit, c'est des données fabriquées. Il m'a dit, non, j'ai dit, mon ami, de toi à moi, c'est des données fabriquées. Et si tu veux, viens dans mon bureau, je vais te montrer pourquoi est-ce que ce sont des données fabriquées. Ah, il m'a dit au téléphone que le professeur retient. Hein? Et là, en statistique, au moins, donc, si vous voulez fabriquer, il faut savoir fabriquer. On est d'accord? Voilà. Il faut savoir fabriquer. Si vous tombez sur quelqu'un qui est fort en statistique, vous êtes foutu. Moi, j'ai vu ça, donc je sais de quoi je parle. Voilà. J'ai publié un article avec les données de l'enquête démographique de santé de mon pays. C'était complexe. J'avais pris 6289 enfants de 0 à 5 ans. Et j'ai fait une analyse croisée et quand j'ai envoyé, tous mes résultats n'étaient pas bons. Donc, j'avais peut-être 5 ou 6 résultats bons, mais je savais que dans le journal où je voulais publier, si j'envoie 5 résultats bons, ça ne va pas passer. Donc, j'ai fabriqué 2 autres ajoutés. Ça faisait 7 résultats bons. Malheureusement, quand l'article allait pour la correction, c'est tombé sur un statisticien. Il m'a dit, monsieur, la méthode que tu as utilisée pour analyser, tu ne peux pas avoir ce résultat bon. Est-ce que tu peux réanalyser pour que je vois en utilisant une autre méthode? J'ai réanalysé, je suis tombé sur 4 à 5 résultats bons. Je lui ai dit, oui, effectivement, en utilisant l'autre méthode, il y avait des paramètres que je n'avais pas préparés. Il dit, tant mieux. Il a compris, j'ai compris aussi. Mais là, c'est une équation. La méthode que j'ai utilisée, il faut avoir vraiment soit un doctorat en statistique pour le découvrir. Il faut être très fort calé en statistique. Sinon, si tu es... Ouais. Juste une question. Parce que vous pouvez nous en dire juste la méthode que vous avez utilisée, ou disons la méthode qu'on peut utiliser pour découvrir si un jeu de données est falsifié ou pas. Il y a ce qu'on appelle... il y a des tests qu'on appelle Shapiro-Wilk test. Je ne sais pas si vous connaissez en statistique. C'est des tests statistiques. Vous allez lancer, il y a ce qu'on appelle ça des tests de distribution. Voilà. Donc les tests de distribution, quand vous avez des données, vous utilisez les données, vous lancez un test de distribution, vous allez savoir, parce que l'analyse que le monsieur a utilisée, si vous lancez votre test de distribution, vous allez savoir que la personne a menti. Donc il y a plusieurs tests, il y a des noms, il y a Shapiro, il y a... Je sais qu'il y a Shapiro, il y a un autre, il y a des noms un peu compliqués. Donc vous lancez ces tests-là, vous allez savoir. Et moi, par exemple, j'avais utilisé l'analyse générale, l'analyse d'équation générale. C'est difficile pour vous de comprendre. C'est des mathématiques, beaucoup de mathématiques. Vous allez écrire Y égale delta X plus blablabla. Il faut d'abord connaître les points avant d'introduire dans le logiciel. Donc d'abord, si en mathématiques, vous êtes très bon, vous avez 20 sur 20 chaque fois, ça suppose que vous allez pouvoir faire. Clémence, par exemple, elle a gagné 0 sur 20 en mathématiques. Voilà. Donc, bon, évitez de fabriquer, évitez tous les indicateurs, évitez de torpiller vos indicateurs parce qu'il y a des auditeurs aujourd'hui. Il y a des auditeurs aujourd'hui qui vont venir, qui vont analyser. On a vu dans le cadre de la vaccination contre la poliomyélite, on a donné le vaccin aux gens, ils sont allés vacciner. Les gens ont versé ça sur la route et ils ont coché sur les feuilles. Alors au finish, on envoie des auditeurs et vous voyez, les auditeurs sont arrivés à une décision. Aujourd'hui, il n'y aura plus de vaccination par masse, ce sera du porte à porte. Même le porte à porte, on a dit vous écrivez sur la porte avec une craie. Donc si toi tu dois arriver devant la porte, écrire une craie et verser le vaccin, autant entrer. Là, on vous a eu maintenant. Moi, c'est à cause de ça que j'ai abandonné la vaccination. Quand dans un village, les maisons sont éparpillées.
Quand tu vas dans une maison, quand tu arrives souvent, les femmes prennent leurs enfants et rentrent dans leur chambre. Ouais. C'est comme ça. Elles sont intelligentes. Elles ont compris le message. Vous pensez de quoi? C'est bien compris. Elles écoutent à la radio et elles écoutent à la radio. Et ça, vous les docteurs là maintenant, là, vous arrivez là, vous pouvez faire le namara là. Non. Donc c'est important. Bien, donc voilà un peu sur les indicateurs. Maintenant, nous arrivons au cas de mesure de rendement, qui est l'un des outils aussi très très importants dans le suivi et dans l'évaluation de votre projet. Aujourd'hui, on vous recrute en tant que chef de projet, on vous demande comment est-ce que vous, en tant que chef de projet, vous allez vous assurer que votre projet va bien se dérouler. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel garde-fou vous allez mettre? Quelle stratégie vous allez développer? Vous allez par exemple dire, si ce projet est déjà rédigé et qu'il y a un financement, je vais développer un cadre de mesure de rendement. Et ce cadre de mesure de rendement me permettra de suivre mon projet. Ce cadre de mesure de rendement me permettra de mesurer la performance de mon projet. Donc, c'est un document, c'est un outil. Ici, ça va planifier la collecte systématique des données pertinentes pendant la durée de vie de votre projet. Vous avez un projet de 2 ans, vous avez un projet de 4 ans, ça suppose que votre cadre de mesure de rendement sera sur 2 ans ou sur 4 ans. Et comme je l'ai dit, c'est des informations que vous allez collecter et mettre à l'intérieur. En général, si un bailleur veut vous coller, il va tout simplement vous dire, envoyez-moi votre cadre de mesure de rendement à la fin du projet renseigné. Le reste, moi, je ne veux pas. Vous m'envoyez ça, il s'assoit, il regarde. Est-ce que vous avez travaillé ou pas? Parce que dans le cadre de mesure de rendement, il y a 8 éléments que nous allons voir. Et rien qu'à travers ces 8 éléments, Imam, comme tu me demandais comment est-ce qu'il faut attraper ces gens, il y a des informations à l'intérieur que si tu regardes, tu peux attraper quelqu'un qui a menti dans son lundi ou pas. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs façons. N'est-ce pas? Si vous voulez savoir que votre mari et une maîtresse, c'est simple, non? C'est de regarder est-ce qu'il rentre tard ou bien est-ce qu'il a son téléphone dans la douche. C'est des éléments que vous mettez dans votre cadre de mesure, non, les femmes? Si le téléphone est codé, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et comment nous les hommes, on doit savoir que chez vous aussi, vous êtes en train de nous rouler dans la farine? Nos téléphones, c'est pour nos enfants. Moi, j'aime dire que le code du téléphone n'est rien et le code du cœur. Parce que quand elle va codifier son cœur, le téléphone, ce n'est qu'un gadget. Le téléphone ne dépasse pas 500 mégas, 500 gigas. Alors que le cœur, là, ça dépasse 1000 téras. Ou bien, les données qu'elle va mettre à l'intérieur que toi, tu ne sais pas là. Toi, tu te rends compte 10 ans après que ton premier fils là, ce n'était pas ton enfant. Hein? On voit qu'il y a un monsieur qui a envoyé un robot dans sa famille pour détecter le mensonge. Il dit à sa femme, voilà, d'habitude vous mentez dans la cour, je vous ai envoyé un robot. Celui qui ment maintenant, le robot va gifler la personne. Et il dit à sa fille, hier soir, tu es rentré à quelle heure? Elle dit 22h, le robot a giflé la fille. Elle dit, on aurait demandé là, elle dit 20 minutes. Là, le robot n'a pas giflé. Elle dit, tu étais où? Elle dit, elle allait se coiffer. Le robot a giflé encore la fille. Elle dit, non, j'étais avec mon copain. Là, le robot n'a pas giflé. Tu vois? Et le papa qui dit, tu vois, moi, quand j'avais ton âge, je ne me comportais pas comme ça. Le robot l'a giflé. Et la maman qui dit, voilà, tu vois, tu m'as comme ton papa, tel père, telle fille, le robot qui gifle la maman. Vous dites que ce n'est pas le père de monsieur. Donc maintenant, voilà. Le monsieur, quand le robot vient, il renvoie le robot. Le robot lui a permis de comprendre que ce n'était pas sa fille. Voilà. Donc, planifier la collecte systématique des données, c'est important. Documenter les principaux éléments de suivi. C'est comme je vous ai dit, le cadre de mesure, vous voyez même le mot, cadre de mesure de rendement, ou cadre de mesure de la performance. En anglais, on va vous dire performance framework. Donc, c'est important. C'est à travers ça que vous allez savoir est-ce que vous êtes performant.
Est-ce que vous avez un bon rendement? Est-ce que vous êtes bien dans ce que vous faites ou pas? C'est ce cadre de mesure de rendement qui vous permet de savoir tout ça. Donc, ça va aussi permettre, comme je l'ai dit, vous voyez ici, on dit, vous allez collecter régulièrement des données pour chaque indicateur. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons former 8000 personnes. Nous avons un indicateur. Donc, chaque fois, nous allons collecter les informations pour savoir est-ce que ces gens-là sont formés. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons formé. Et nous allons collecter des informations pour savoir combien de personnes nous avons formées. Lorsqu'on dit, par exemple, formation de 8000 personnes, on peut aussi identifier comme indicateur nombre de sessions de formation. Donc, nombre de sessions, on suppose que nous avons 8000 personnes à former. Si on se dit qu'on va former 100 personnes par session, ça suppose que nous devons faire au moins 80 sessions de formation. Donc, nombre de sessions de formation. Et donc, à chaque fois, on va essayer de voir combien de sessions de formation nous allons faire. Et nous saurons, ça suppose qu'à chaque fois, on collecte des informations pour pouvoir mesurer ou informer, renseigner cet indicateur. Les données recueillies pour les indicateurs du cadre vont permettre de mesurer et évaluer les progrès réalisés ou attendus. C'est clair? Nous avons dit, nous voulons former 2000 talibés au Mali pour qu'ils ne s'approchent plus au véhicule des gens au bord de la route, mais qu'ils s'arrêtent au feu et qu'ils attendent qu'on vienne les donner ou qu'on ne les donne pas. Donc, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez pu former vraiment 2000? Vous avez formé combien? Notre résultat, c'était 2000. On se rend compte que pendant un an, on a formé seulement que 1200 talibés. Alors qu'on avait demandé 100 millions, on nous a donné 100 millions. Qualité, coût et réalisation, est-ce qu'il n'y a pas un problème? On est d'accord? Donc, ouais, encore une fois, les indicateurs, c'est important. Si je dis par exemple le nombre de fois que Clémence a baillé au cours de mon cours, ça vaut déjà 10 fois. Et je sais qu'elle va bailler au moins 20 fois à la fin, d'ici la fin de mon cours. Je vais continuer de compter. Quand elle va attendre 19 fois, je vous dirai. Les jumeaux. Jumeaux de quoi? Tu as des jumeaux? Ah, ils ont quel âge? Tu es sûr que c'est eux qui t'ont fatigué? D'accord. Démontrer à tous les intervenants les progrès réalisés en vue de l'atteinte des résultats. Mettez ça au télé, il y a quoi? Chef, demande qu'est-ce que j'ai dit, Piri? Non, moi, je voulais que le robot soit présent. Pardon? Vous allez voir que ce n'est pas des jumeaux, mais des triplés. Le robot a des triplés, Clémence. D'accord. Aminata Togo, vous nous entendez? Oui. D'accord. Si Hervé ne suit pas, il faudra le gifler pour moi. D'accord. Donc, démontrer les intervenants, les progrès réalisés et prendre des décisions fondées sur les données innovantes. Donc, il faut dire que le cas de mesure de rendement, vraiment, si vous voulez, votre guide. C'est votre guide. Si vous l'avez dans un projet, vous avez votre cadre logique et vous avez votre cadre de mesure de rendement. Logiquement, vous ne devrez pas échouer. Vous ne devriez pas échouer si vous avez ces deux outils-là avec vous. Mais si vous ne les avez pas, ça suppose que vous pouvez échouer. Et c'est comme je dis, si on vous recrute aujourd'hui dans une ONG, quel que soit l'ONG qui vous recrute, j'ai croisé un monsieur, tout de suite, il a deuxième année, moi je venais pour, chaque fois il participait, je ne savais pas. Il vient de me dire, il vient de me dire qu'il est à RCA. Il est dans un service où mon service était presque en face de son service, on ne se connaissait pas. Voilà. On a parlé